Bienvenue sur le temps endormi. Ce soir, nous allons explorer l'histoire fascinante et terrifiante d'un roi qui a changé le cours de l'histoire anglaise. Un homme qui est passé du statut de prince charmant de la Renaissance à celui de tyran sanguinaire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous transporter dans l'Angleterre du XVIe siècle, à l'époque d'Henri VIII. Imaginez-vous debout dans les rues brumeuses de Londres en ce matin de janvier 1547. L'air glacial mord vos joues tandis que vous entendez les cloches sonner lugubrement à travers la ville. Le roi est mort. Henri VIII, celui qui avait régné pendant 38 années tumultueuses, celui qui avait défié le pape, dissous des centaines de monastères, épousé 6 femmes et fait exécuter des milliers de sujets, venait de rendre son dernier souffle au palais de Whitehall. Mais comment cet homme en était-il arrivé là? Comment le jeune prince athlétique et cultivé, admiré par tous, était-il devenu l'un des monarques les plus redoutés que l'Angleterre ait jamais connus? Pour comprendre cette transformation, nous devons remonter le temps, jusqu'à la fin du XVe siècle. L'Angleterre de 1491 sortait à peine des guerres des 2 Roses, ces conflits sanglants qui avaient opposé les maisons d'York et de Lancastre pendant des décennies. Le père d'Henri, Henri VII, avait finalement mis fin à ces guerres en remportant la victoire à la bataille de Bosworth en 1485, établissant ainsi la dynastie Tudor. C'était un homme prudent, économe, obsédé par la sécurité de sa nouvelle lignée royale. Il avait épousé Élisabeth d'York, unissant symboliquement les 2 maisons rivales, et ensemble ils avaient donné naissance à plusieurs enfants. Le 28 juin 1491, au palais de Greenwich, naissait leur 2e fils. On le nomma Henri, en l'honneur de son père. Mais ce n'était pas lui qui était destiné à régner. Son frère aîné, Arthur, portait ce fardeau. Arthur était l'héritier, celui sur qui reposaient tous les espoirs de la dynastie Tudor. Le jeune Henri grandissait donc dans l'ombre de son frère, libre de profiter d'une éducation exceptionnelle sans le poids écrasant de la couronne. Imaginez le jeune Henri dans les salles du palais. C'était un enfant brillant, curieux de tout. Il apprenait le latin, le français, l'espagnol. Il étudiait la théologie avec passion, jouait de plusieurs instruments de musique, composait même des chansons. Il excellait dans tous les sports, particulièrement la joute, la chasse et le tennis. Grand pour son époque, dépassant le 1,83 m, il avait des cheveux d'un roux doré et une constitution athlétique qui impressionnait tous ceux qu'il rencontrait. Mais le destin allait bouleverser ses plans soigneusement établis. En 1501, Arthur épousa Catherine d'Aragon, la fille des rois catholiques d'Espagne, Ferdinand et Isabelle. C'était un mariage politique crucial, scellant l'alliance entre l'Angleterre et la puissante Espagne. Mais quelques mois seulement après les noces, le 2 avril 1502, Arthur tomba malade et mourut. Il n'avait que 15 ans. Cette tragédie transforma instantanément la vie du jeune Henri. Du jour au lendemain, il devint l'héritier du trône. Toutes les attentes, toutes les pressions qui pesaient sur Arthur tombèrent désormais sur ses épaules. Son père, Henri VII, déterminé à préserver l'alliance avec l'Espagne, envisagea rapidement de marier le jeune Henri à Catherine, la veuve de son frère. C'était une situation délicate qui nécessitait une dispense papale, car les lois de l'Église interdisaient normalement à un homme d'épouser la veuve de son frère. Les années suivantes furent remplies de négociations diplomatiques complexes. Catherine attendait dans un état d'incertitude, vivant à la cour anglaise mais sans statut clair. Le jeune Henri poursuivait son éducation, conscient que son avenir était entre les mains de son père et des puissances européennes. Puis, le 21 avril 1509, Henri VII mourut. À 17 ans, Henri VIII montait sur le trône d'Angleterre. L'atmosphère à la cour changea instantanément. Là où son père avait été austère et calculateur, le jeune roi était généreux et extraverti. Il voulait être aimé, admiré. Il voulait que son règne marque le début d'une nouvelle ère dorée pour l'Angleterre. L'une de ses premières décisions fut d'épouser Catherine d'Aragon. Il avait maintenant 18 ans, elle en avait 24. Certains disent qu'il était amoureux d'elle, d'autres qu'il respectait simplement les engagements de son père. Quoi qu'il en soit, ils se marièrent le 11 juin 1509, quelques semaines seulement après le couronnement d'Henri. Les premières années du règne d'Henri VIII furent marquées par une atmosphère de fête et de renaissance. Le jeune roi dépensait sans compter l'argent que son père avait soigneusement économisé. Il organisait des tournois somptueux, des banquets extravagants, des bals masqués.
Il voulait que sa cour rivalise avec celle de France et d'Espagne en splendeur et en raffinement. Imaginez la cour d'Henri dans ces années-là. Les salles du palais brillaient de mille feux, illuminées par des centaines de bougies. Les murs étaient recouverts de tentures luxueuses aux couleurs vives. L'odeur de la cire des bougies se mêlait au parfum des plats délicats servis lors des festins. On entendait constamment de la musique, des rires, le bruit des conversations animées. Les courtisans portaient des vêtements somptueux, brodés de fils d'or et ornés de pierres précieuses. Henri lui-même était une figure imposante. Dans ses armures dorées pour les tournois, il ressemblait à un dieu de la guerre. Quand il dansait, sa grâce et son énergie captivaient l'assemblée. Quand il jouait du luth ou chantait, sa voix résonnait dans les salles. Il écrivait de la poésie, débattait de théologie avec les érudits, discutait de politique étrangère avec ses conseillers. C'était vraiment un prince de la Renaissance, incarnant les idéaux de l'homme complet qui excellait dans tous les domaines. Mais derrière cette façade brillante, une anxiété grandissante rongeait le roi. Catherine tombait enceinte régulièrement, mais les grossesses se terminaient presque toutes en tragédie. Un fils né en 1511 mourut après quelques semaines seulement. D'autres grossesses se terminèrent par des fausses couches ou des enfants mort-nés. En 1516, Catherine donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Marie. Henri était heureux d'avoir un enfant en bonne santé, mais il voulait désespérément un fils, un héritier mâle pour assurer la succession Tudor. Pour comprendre l'obsession d'Henri pour un héritier mâle, il faut se rappeler le contexte de l'époque. L'Angleterre sortait tout juste de décennies de guerre civile. Henri VII avait établi la paix, mais la dynastie Tudor était encore fragile. De nombreux nobles avaient des liens avec les anciennes familles royales et pouvaient potentiellement revendiquer le trône. Sans héritier mâle clair, le pays risquait de replonger dans le chaos après la mort d'Henri. Les femmes régnantes étaient extrêmement rares à cette époque. On croyait qu'elles étaient trop faibles pour gouverner, trop émotionnelles pour prendre des décisions importantes. Si Henri mourait sans fils, beaucoup pensaient que l'Angleterre serait déchirée par une nouvelle guerre de succession. Cette peur hantait Henri et influençait chacune de ses décisions. En matière de politique étrangère, Henri cherchait constamment à affirmer la position de l'Angleterre sur la scène européenne. L'Europe était dominée par deux grandes puissances, la France sous François Ier et le Saint-Empire romain germanique sous Charles Quint. Henri voulait que l'Angleterre soit considérée comme leur égale, et il passait son temps à manœuvrer entre ces deux géants, formant tantôt des alliances avec l'un, tantôt avec l'autre. En 1511, Henri rejoignit la Sainte Ligue, une alliance du pape, de l'Espagne et de l'Empire contre la France. 2 ans plus tard, en 1513, il mena personnellement une armée à travers la Manche et captura la ville française de Thérouanne. C'était une victoire relativement mineure, mais Henri la fit transformer en triomphe épique par sa propagande. Il voulait être comparé à Henri V, le roi guerrier qui avait vaincu les Français à Azincourt un siècle plus tôt. Pendant qu'Henri était en France, les Écossais, alliés traditionnels des Français, décidèrent d'envahir le nord de l'Angleterre. C'était une grave erreur. Catherine, qui servait de régente pendant l'absence d'Henri, organisa la défense du royaume. L'armée anglaise écrasa les Écossais à la bataille de Flodden, tuant le roi Jacques IV d'Écosse et environ 10 000 soldats écossais. Catherine envoya même à Henri le manteau ensanglanté du roi écossais comme trophée. Cette victoire mit fin à la menace écossaise pendant de nombreuses années. En 1520, Henri organisa l'un des événements les plus spectaculaires de son règne, la rencontre avec François Ier de France connu sous le nom de Camp du Drap d'Or. Pendant plusieurs semaines en juin, les deux rois et leur cour se retrouvèrent près de Calais dans une démonstration extraordinaire de richesse et de puissance. Des pavillons somptueux furent érigés, certains avec des toits recouverts de drap d'or, d'où le nom de l'événement. Les deux rois organisèrent des tournois, des banquets, des concerts. Chacun essayait de surpasser l'autre en magnificence. Mais sous cette surface dorée, les tensions montaient. Henri et François étaient des rivaux autant que des alliés potentiels. À un moment, ils décidèrent de lutter l'un contre l'autre dans un match de lutte amical. François parvint à renverser Henri, ce qui humilia profondément le roi anglais. L'événement ne déboucha sur aucune alliance durable, et peu après, Henri se rapprocha à nouveau de Charles Quint. Dans ces années-là, Henri s'appuyait fortement sur son principal conseiller, le cardinal Thomas Wolsey. Wolsey était un homme remarquable.
Fils d'un boucher, il s'était élevé par son intelligence et ses talents à devenir Lord Chancelier d'Angleterre et cardinal de l'Église catholique. Il gérait la plupart des affaires de l'État pour Henri, négociait avec les puissances étrangères, supervisait les finances du royaume. Il accumulait également une richesse personnelle considérable, construisant des palais somptueux comme Hampton Court. Mais Wolsey allait bientôt être confronté à un problème qu'aucune diplomatie ne pourrait résoudre, un problème qui allait changer le cours de l'histoire anglaise. Vers le milieu des années 1520, alors que Catherine d'Aragon approchait de la quarantaine et qu'il devenait évident qu'elle ne donnerait plus d'enfants à Henri, le roi commença à avoir des doutes sur la validité de son mariage. Il se mit à étudier les Écritures et découvrit un passage dans le Lévitique qui déclarait qu'un homme ne devait pas épouser la veuve de son frère. Henri devint convaincu que son mariage avec Catherine était maudit par Dieu, que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas d'héritier mâle. Cette conviction s'intensifia lorsqu'Henri tomba éperdument amoureux d'Anne Boleyn, une dame de compagnie de la reine. Anne était intelligente, cultivée, et avait passé du temps à la cour française, ce qui lui donnait un air de sophistication exotique. Contrairement à sa sœur Marie qui avait brièvement été la maîtresse d'Henri, Anne refusa de devenir la maîtresse du roi. Elle voulait être reine, rien de moins. Henri était obsédé par elle. Il lui écrivait des lettres d'amour passionnées, lui envoyait des cadeaux somptueux. Il était déterminé à l'épouser, ce qui signifiait qu'il devait d'abord se débarrasser de Catherine. Il chargea Wolsey d'obtenir du pape Clément VII une annulation de son mariage avec Catherine. C'était une tâche presque impossible. Catherine insistait sur le fait que son mariage avec Arthur n'avait jamais été consommé, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun obstacle canonique à son mariage avec Henri. De plus, elle était la tante de Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique et l'homme le plus puissant d'Europe. En 1527, les troupes de Charles avaient même saccagé Rome, et le pape était effectivement son prisonnier. Clément ne pouvait pas accorder l'annulation demandée par Henri sans provoquer la colère de Charles. Pendant des années, Wolsey négocia, argumenta, implora. Mais le pape tergiversait, espérant que le problème se résoudrait de lui-même. Henri devenait de plus en plus frustré. En 1529, comprenant que Wolsey avait échoué, il le démit de ses fonctions. Le cardinal tomba en disgrâce du jour au lendemain, perdit tous ses biens et ses titres. Il mourut l'année suivante sur le chemin de la prison, évitant de justesse un procès pour trahison qui aurait certainement conduit à son exécution. Un nouvel homme émergea pour prendre la place de Wolsey, Thomas Cromwell. Cromwell était aussi un homme d'origine modeste, fils d'un forgeron de Putney. Mais il avait voyagé en Europe dans sa jeunesse, avait appris le droit et s'était hissé à force de talent et d'intelligence. Il avait d'abord travaillé pour Wolsey, mais contrairement à d'autres, il ne l'abandonna pas immédiatement lors de sa chute, ce qui impressionna Henri. Cromwell avait une solution radicale au problème du roi, et si l'Angleterre cessait simplement de reconnaître l'autorité du pape? Et si Henri se déclarait chef suprême de l'Église d'Angleterre? Ainsi, il pourrait annuler son propre mariage sans avoir besoin de la permission de Rome. C'était une idée révolutionnaire, terrifiante même. L'Église catholique dominait l'Europe depuis des siècles. Le pape était considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Défier son autorité était un acte d'une audace inimaginable. Mais Henri était désespéré, et Cromwell lui montrait un chemin. Progressivement, par une série d'actes parlementaires, Henri et Cromwell commencèrent à saper l'autorité de Rome en Angleterre. En 1531, le clergé anglais fut forcé de reconnaître Henri comme chef suprême de l'Église d'Angleterre, bien qu'avec la clause prudente autant que la loi du Christ le permet. En 1533, le Parlement adopta l'acte de restriction des appels, qui déclarait que l'Angleterre était un empire qui ne dépendait d'aucune autorité étrangère, y compris le pape. En janvier 1533, Henri ne put attendre plus longtemps. Anne était enceinte et il devait l'épouser rapidement pour que l'enfant soit légitime. Il contracta un mariage secret avec elle. En mars, l'acte de restriction des appels fut adopté, interdisant à Catherine de faire appel à Rome. En mai, le nouvel archevêque de Cantorbéry, Thomas Cranmer, un homme acquis à la cause d'Henri, déclara que le mariage d'Henri avec Catherine était invalide et que son mariage avec Anne était valide. Le 1er juin 1533, Anne Boleyn fut couronnée reine d'Angleterre dans une cérémonie somptueuse. Elle portait une robe de velours pourpre, une couleur traditionnellement réservée à la royauté,
et ses cheveux noirs flottaient librement sous une couronne. Les Londoniens qui assistaient à la procession étaient étrangement silencieux. Ils aimaient Catherine et n'étaient pas sûrs de cette nouvelle reine. Catherine, quant à elle, fut bannie de la cour. Elle insista jusqu'à sa mort qu'elle était la vraie femme d'Henri, la vraie reine d'Angleterre. Elle fut forcée de vivre dans une série de maisons de plus en plus inconfortables, séparée de sa fille Marie, vivant dans des conditions de plus en plus spartiates. C'était une femme d'une dignité remarquable et d'une foi inébranlable. En septembre 1533, Anne donna naissance. Henri attendait désespérément un fils. Mais c'était une fille. Ils la nommèrent Élisabeth. Henri tenta de cacher sa déception, mais tous à la cour savaient qu'il était profondément malheureux. En 1534, l'acte de suprématie fut adopté, déclarant officiellement Henri chef suprême de l'Église d'Angleterre. C'était la rupture finale avec Rome. Le pape n'avait plus aucune autorité sur l'Église anglaise. Henri était maintenant à la fois le dirigeant politique et religieux de son royaume. Cette décision eut des conséquences massives. Pour la première fois depuis des siècles, l'Église anglaise était indépendante de Rome. Mais ce changement ne se fit pas sans résistance. Plusieurs personnalités importantes refusèrent d'accepter la suprématie royale, et Henri ne tolérait aucune opposition. Les deux opposants les plus éminents furent Thomas More et John Fisher. More avait été Lord Chancelier après la chute de Wolsey, et c'était l'un des plus grands intellectuels d'Europe, auteur de l'Utopie et ami d'Erasme. Fisher était l'évêque de Rochester, un homme d'une grande piété et d'une grande érudition. Les deux hommes croyaient profondément que le pape était le chef légitime de l'Église, et ils ne pouvaient pas en conscience reconnaître Henri comme tel. Henri et Cromwell espérèrent d'abord qu'il changerait d'avis. On leur donna de nombreuses occasions de se soumettre. Mais ni More ni Fisher ne fléchirent. Ils savaient que leur refus leur coûterait la vie, mais leur conscience ne leur permettait pas d'agir autrement. En 1535, ils furent jugés pour haute trahison. More se défendit brillamment lors de son procès, mais le verdict ne faisait aucun doute. Fisher fut exécuté le 22 juin 1535 et More le 6 juillet. Les derniers mots de More sur l'échafaud furent un chef-d'œuvre de défi calme. Il mourut, dit-il, bon serviteur du roi, mais de Dieu d'abord. Ces exécutions choquèrent l'Europe catholique. Henri avait fait tuer un évêque et son ancien ami et conseiller, deux hommes reconnus pour leur sainteté et leur érudition. Mais Henri était inflexible. Il ne tolérerait aucune opposition à sa volonté. Et ce n'était que le début. La période suivante verrait Henri ordonner l'un des changements les plus radicaux de l'histoire anglaise, la dissolution des monastères. L'Église catholique possédait environ un quart de toutes les terres d'Angleterre. Il y avait près de 900 institutions religieuses, monastères, prieurés, couvents et couvents de frères. Environ 12 000 personnes vivaient dans ces institutions, dont 4 000 moines, 3 000 chanoines, 3 000 frères et 2 000 nonnes. Cela signifiait qu'un homme adulte sur 50 était dans les ordres religieux. Ces monastères existaient depuis des siècles. Certains remontaient à l'époque saxonne ou celtique, bien avant la conquête normande de 1066. Ils jouaient un rôle crucial dans la société médiévale. C'étaient des centres d'apprentissage où les livres étaient copiés et préservés. C'étaient des lieux de soins de santé où les malades pouvaient trouver de l'aide. C'étaient des centres de charité où les pauvres pouvaient obtenir de la nourriture et un abri. C'étaient des lieux d'hospitalité où les voyageurs pouvaient se reposer. Mais Henri avait besoin d'argent. Ses guerres et son mode de vie extravagant avaient épuisé les coffres du royaume. Les monastères étaient riches. Et maintenant qu'Henri s'était déclaré chef de l'Église d'Angleterre, ses richesses étaient techniquement sous son contrôle. Cromwell présenta un plan brillant. D'abord, il enverrait des inspecteurs visiter tous les monastères d'Angleterre pour évaluer leurs richesses et enquêter sur leur moralité. Ces inspecteurs, bien sûr, trouveraient exactement ce que Cromwell voulait qu'ils trouvent, des preuves de corruption, d'immoralité, de mauvaise gestion. Certaines de ces accusations étaient vraies, certaines étaient exagérées, certaines étaient complètement inventées. En 1535, les inspecteurs de Cromwell parcoururent l'Angleterre. Leur arrivée dans chaque monastère causait l'alarme. Ces hommes n'étaient pas des inspecteurs ecclésiastiques habituels envoyés par l'évêque, c'étaient des laïcs envoyés par le roi, et leur mission était claire. Ils compilèrent un énorme document appelé le Valor Ecclesiasticus, évaluant la valeur de toutes les propriétés de l'Église. Puis ils recueillirent des histoires scandaleuses.
des moines qui violaient leurs vœux de chasteté, des abbés vivant dans le luxe pendant que les pauvres mouraient de faim, de fausses reliques utilisées pour escroquer les pèlerins. En 1536, le Parlement adopta le premier acte de dissolution. Cette loi déclarait que tous les monastères dont le revenu annuel était inférieur à 200 livres sterling seraient fermés et leurs biens confisqués par la couronne. Environ 330 institutions tombaient sous cette catégorie. Les commissaires arrivaient dans chaque monastère avec l'acte du Parlement. Ils inventoriaient tous les biens, l'argenterie, les livres, les vêtements liturgiques, les ornements, le bétail, les terres. Les moines et les nonnes étaient expulsés. Certains recevaient de petites pensions, d'autres étaient simplement jetés à la rue. Les bâtiments étaient dépouillés de tout ce qui avait de la valeur. Le plomb des toits, la pierre des murs, l'or et l'argent des autels, tout était pris. Imaginez la scène. Des communautés qui existaient depuis des siècles étaient détruites en quelques jours. Les moines âgés qui avaient passé toute leur vie dans la prière et le service se retrouvaient soudain sans maison, sans but. Les pauvres des villages voisins qui dépendaient de la charité monastique se demandaient où ils trouveraient de l'aide maintenant. Les magnifiques églises qui avaient été le centre de la vie spirituelle pendant des générations devenaient des coquilles vides. Cette première vague de dissolution provoqua de l'inquiétude dans tout le pays. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi allait bientôt s'en prendre aux églises paroissiales, taxer le bétail, confisquer tous les trésors sacrés. La tension montait, particulièrement dans le nord de l'Angleterre où les traditions catholiques étaient particulièrement fortes. En octobre 1536, l'explosion se produisit. Un soulèvement massif commença dans le Lincolnshire, puis se répandit rapidement dans le Yorkshire et d'autres régions du nord. On l'appela le pèlerinage de grâce. Des dizaines de milliers de personnes, nobles, petite noblesse, moines, clergés et gens ordinaires, se réunirent pour protester contre les dissolutions. Ils marchèrent sous une bannière représentant les 5 plaies du Christ. Les rebelles prirent le contrôle de York et du château de Pontefract. Leur chef était Robert Aske, un avocat de Londres qui articula leurs griefs dans des termes éloquents. Il voulait la fin de la dissolution des monastères, la démission de Thomas Cromwell et d'autres conseillers de basse naissance, et l'assurance que Marie, la fille catholique d'Henri et de Catherine, serait nommée héritière du trône. C'était la plus grande menace intérieure à laquelle la dynastie Tudor avait jamais été confrontée. Henri était furieux, mais aussi prudent. Il envoya le duc de Norfolk négocier avec les rebelles. Norfolk fit de grandes promesses, une amnistie générale, un parlement qui se tiendrait à York pour discuter de leurs préoccupations, et une considération sérieuse de leurs demandes. Aske, faisant confiance à la parole du roi, renvoya ses disciples chez eux. C'était une erreur fatale. Une fois la menace immédiate passée, Henri montra son vrai visage. Il considérait les rebelles comme des traîtres qui avaient osé défier leur roi légitime. Les promesses de Norfolk n'avaient été que des mensonges pour les disperser. Au début de 1537, Henri déclencha une vague de terreur contre les participants au pèlerinage. Robert Aske fut arrêté, jugé pour trahison et exécuté d'une manière particulièrement horrible. Il fut pendu à York dans des chaînes jusqu'à ce que mort s'ensuive, son corps laissé pourrir comme avertissement. Environ 216 personnes furent exécutées, dont plusieurs nobles, abbés et des centaines de participants ordinaires. Les exécutions se déroulèrent dans tout le nord, chaque ville témoin de la punition du roi pour ceux qui osaient le défier. L'abbé de Glastonbury, un homme âgé et respecté, refusa de remettre volontairement son monastère. Il fut traîné sur une claie à travers Glastonbury jusqu'au sommet de la colline de Glastonbury Tor, où il fut pendu, éviscéré et écartelé. Son corps fut démembré et les parties furent exposées dans différentes villes comme avertissement. Après le pèlerinage de grâce, plus rien ne pouvait arrêter Henri et Cromwell. Entre 1538 et 1541, tous les monastères restants furent dissous, même les plus grands et les plus riches. L'abbaye de Westminster, l'abbaye de Fountain, l'abbaye de Rievaulx, des institutions qui avaient existé pendant 500 ans ou plus, furent fermées en quelques jours. L'impact de cette dissolution était absolument massif. Imaginez le paysage anglais transformé. Des bâtiments magnifiques qui avaient dominé le paysage pendant des siècles étaient systématiquement dépouillés et démolis. Le plomb précieux des toits fut fondu et vendu. Les pierres furent retirées et utilisées pour construire de nouvelles maisons pour les nobles qui avaient soutenu le roi. Les fenêtres en verre coloré furent brisées.
Les bibliothèques qui contenaient des manuscrits irremplaçables furent dispersées, les livres utilisés pour allumer des feux ou comme papier d'emballage. La richesse qui affluait dans les coffres d'Henri était stupéfiante. Elle équivalait à des centaines de millions de livres en argent d'aujourd'hui. L'or et l'argent des sanctuaires furent fondus. Les terres furent vendues, souvent à des prix avantageux, à des nobles et des gentilshommes qui soutenaient la réforme. Cela créa une nouvelle classe de propriétaires terriens qui avaient un intérêt personnel à maintenir la rupture avec Rome, car un retour au catholicisme pourrait signifier la perte de leur nouvelle propriété. Mais malgré cette richesse massive, Henri la dilapida rapidement. Il dépensa des sommes folles en palais luxueux, en guerres coûteuses et inefficaces contre la France et l'Écosse, et en un train de vie royal extravagant. À la fin de son règne, malgré la spoliation des monastères, le trésor royal était presque vide. L'impact social de la dissolution fut également profond. Les monastères avaient fourni de l'emploi à des milliers de personnes, des ouvriers agricoles sur leurs domaines, des artisans dans leurs ateliers, des domestiques dans leurs cuisines. Ils avaient offert une éducation aux garçons prometteurs de familles pauvres. Ils avaient fourni des soins médicaux rudimentaires dans un monde sans hôpitaux. Ils avaient donné de la nourriture aux pauvres, un abri aux voyageurs, des soins aux personnes âgées et aux malades. Avec la disparition des monastères, cette infrastructure sociale s'effondra du jour au lendemain. Les communautés locales furent forcées d'assumer ces responsabilités, ce qui conduisit finalement au développement d'un système de loi sur les pauvres où chaque paroisse devait s'occuper de ses propres indigents. Pour les moines et les nonnes eux-mêmes, la dissolution fut dévastatrice. Beaucoup reçurent de petites pensions qui leur permettaient de survivre, mais difficilement. Certains trouvèrent du travail comme prêtres paroissiaux. D'autres se marièrent et tentèrent de créer de nouvelles vies. Les nonnes avaient encore plus de difficultés, car elles avaient moins d'options dans la société Tudor. Imaginez avoir passé 40 ans dans un couvent, votre vie entière consacrée à la prière et au service de Dieu, puis soudainement être jeté dans le monde séculier sans compétences, sans famille, sans maison. Pendant que ces bouleversements religieux se déroulaient, la vie personnelle d'Henri continuait sa trajectoire tragique. Anne Boleyn, qui avait causé une telle révolution, tomba rapidement en disgrâce. Anne avait des qualités qui avaient séduit Henri pendant leur longue cour, elle était spirituelle, intelligente, passionnée. Mais ces mêmes qualités devinrent des handicaps une fois qu'elle fut reine. Elle se disputait avec Henri sur la politique, elle exprimait ses opinions avec force, elle faisait des ennemis à la cour avec sa langue acérée. Le problème central, cependant, restait l'héritier. En janvier 1536, Catherine d'Aragon mourut finalement, libérant techniquement Henri pour épouser quelqu'un d'autre sans les complications de l'annulation. Le jour de ses funérailles, Anne fit une fausse couche d'un bébé garçon. Henri était dévasté. Il avait chamboulé toute l'Angleterre pour épouser Anne, défié le pape, rompu avec Rome, fait exécuter des amis fidèles, et pourquoi ? Une fille et plusieurs fausses couches. De plus, Henri s'intéressait déjà à quelqu'un d'autre, Jane Seymour, une dame de compagnie de la reine. Jane était tout le contraire d'Anne. Là où Anne était vivante et opiniâtre, Jane était douce et soumise. Là où Anne avait des opinions fortes sur la religion et la politique, Jane restait modestement silencieuse. Cromwell, toujours à l'écoute des désirs du roi, comprit ce qu'Henri voulait. Si Anne devait être écartée, il fallait que ce soit d'une manière qui ne remette pas en cause la légitimité d'Élisabeth et qui ne suggère pas qu'Henri s'était trompé en l'épousant. La solution était d'accuser Anne de crimes si horribles que sa condamnation semblerait justifiée. En avril 1536, plusieurs hommes de la cour furent arrêtés et accusés d'avoir eu des relations adultères avec la reine. Les accusations étaient absurdes. L'un des accusés était un musicien de la chambre de la reine, Mark Smeaton, qui fut torturé jusqu'à ce qu'il avoue. Les autres, tous des nobles, nièrent les accusations, mais cela n'avait pas d'importance. Le verdict était décidé d'avance. Le 2 mai 1536, Anne elle-même fut arrêtée et emmenée à la Tour de Londres par la rivière. Elle avait séjourné dans ces mêmes appartements 3 ans plus tôt, avant son couronnement. Maintenant, elle y attendait son procès et, presque certainement, sa mort. Les accusations contre elle comprenaient l'adultère avec 5 hommes différents, dont son propre frère George Boleyn, Lord Rochford. Cette accusation d'inceste était particulièrement choquante et clairement destinée à rendre Anne aussi détestable que possible.
On l'accusait également de conspirer pour tuer le roi et de rire des infirmités sexuelles présumées du roi, un autre crime d'une gravité extrême à l'époque. Le procès eut lieu le 15 mai 1536. Anne se défendit avec éloquence et dignité, niant toutes les accusations. Mais le jury, composé de nobles qui savaient ce qu'Henri voulait, la déclara coupable. Elle fut condamnée à être brûlée vive ou décapitée selon le bon plaisir du roi. Henri, dans un geste de miséricorde relative, choisit la décapitation et fit même venir un épéiste expert de Calais pour l'exécuter, car l'épée était considérée comme plus rapide et plus humaine que la hache. Les 5 hommes furent exécutés le 17 mai à Tower Hill. Smeaton, le roturier, fut pendu. Les 4 nobles, dont George Boleyn, furent décapités. George, avant sa mort, fit un discours remarquable mettant en garde les hommes contre la luxure et la cupidité, bien qu'il n'admît jamais explicitement les crimes dont il était accusé. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn fut amenée sur une estrade spécialement construite sur Tower Green. Elle portait une robe grise et un manteau rouge, ses cheveux noirs cachés sous une coiffe. Elle fit un bref discours, ne proclamant pas son innocence mais ne confessant pas non plus sa culpabilité. Elle dit qu'elle était venue mourir selon la loi, et se recommanda à la miséricorde de Dieu et du roi. Elle s'agenouilla et plaça sa tête sur le billot. L'épéiste, d'un seul coup rapide, trancha sa tête. Elle avait environ 29 ans. Son corps et sa tête furent placés dans un coffre à flèches non marqué et enterrés dans la chapelle de Saint-Peter ad Vincula à l'intérieur de la tour. Aucune cérémonie funéraire, aucune pierre tombale. Avant même que le sang d'Anne ne sèche sur l'échafaud, Henri était fiancé à Jane Seymour. Ils se marièrent le 30 mai 1536, 11 jours seulement après l'exécution d'Anne. Henri, apparemment, avait déjà complètement oublié la femme pour laquelle il avait changé la religion de l'Angleterre. Mais c'est ici que nous devons parler de ce qui a peut-être été le moment le plus crucial dans la transformation d'Henri de prince charmant en tyran cruel, l'accident de joute du 24 janvier 1536. Henri, maintenant dans sa quarantaine, continuait à participer à des tournois, bien qu'il n'ait plus la forme physique de sa jeunesse. Le 24 janvier, il jouait dans un tournoi au palais de Greenwich. Il portait une armure complète et montait un destrier massif. Quelque chose se passa mal. Les détails exacts ne sont pas clairs, mais Henri tomba de son cheval, et le cheval, pesant peut-être 500 kilos avec son armure, tomba sur lui. Henri resta inconscient pendant environ 2 heures. Les courtiers croyaient qu'il était mort. Anne Boleyn, enceinte à ce moment-là, fut informée de l'accident et eut un tel choc qu'elle fit une fausse couche quelques jours plus tard, le 29 janvier. Mais Henri reprit conscience. Il semblait récupérer de l'accident, bien qu'il ait subi des blessures graves. Sa jambe gauche fut gravement endommagée, avec une blessure qui ne guérit jamais complètement et qui s'infecta chroniquement. Pour le reste de sa vie, cette jambe lui causerait une douleur constante et atroce. Mais ce qui est plus significatif, c'est que la personnalité d'Henri semble avoir changé après cet accident. Les historiens et les médecins modernes ont spéculé qu'Henri a peut-être subi une lésion cérébrale traumatique lors de sa chute. Les symptômes qu'il manifesta par la suite sont cohérents avec cela. Saute d'humeur extrême, paranoïa accrue, comportement impulsif, perte de mémoire occasionnelle et une tendance croissante à la violence. Avant l'accident, Henri pouvait être capricieux et impitoyable, mais il était aussi capable de générosité, de loyauté envers ses amis et de charme considérable. Après l'accident, il devint de plus en plus méfiant, cruel et imprévisible. Les conseillers qui lui avaient servi fidèlement pendant des années pouvaient se retrouver en prison ou sur l'échafaud du jour au lendemain s'ils contrariaient le roi. La blessure à la jambe aggravait également son tempérament. L'ulcère chronique qui se développa devait être drainé régulièrement, une procédure extrêmement douloureuse. La douleur constante rendait Henri irritable et difficile. Il ne pouvait plus faire de l'exercice comme avant, ce qui contribua à une prise de poids rapide. Dans sa jeunesse, il avait une taille de 32 pouces. À la fin de sa vie, elle était de 54 pouces. Il devint si obèse qu'il fallait des dispositifs mécaniques pour le déplacer entre les étages de ses palais. Cette combinaison de douleurs physiques chroniques, de possibles lésions cérébrales, de prise de poids et de frustration face à sa condition physique en déclin transforma Henri en un homme beaucoup plus dangereux. Le prince doré était devenu un tyran bouffi et souffrant.
Jane Seymour, sa nouvelle reine, avait pour devise « liée à obéir et à servir », ce qui résumait parfaitement son approche. Elle était docile, soumise, et exactement ce qu'Henri voulait après les années tempétueuses avec Anne. En 1537, Jane devint enceinte, et cette fois, après tant de déceptions, elle donna naissance à un fils en bonne santé le 12 octobre 1537. On le nomma Édouard. Henri était fou de joie. Enfin, après tant d'années, tant de mariages, tant de bouleversements, il avait un héritier mâle légitime. Des feux de joie furent allumés dans tout Londres. Les cloches sonnèrent toute la journée. Le vin coulait gratuitement dans les rues alors que les gens célébraient la naissance du prince. Mais la joie fut de courte durée. Jane développa ce qu'on appelait la fièvre puerpérale, une infection post-accouchement courante à une époque où l'hygiène médicale était pratiquement inexistante. Elle devint de plus en plus malade, brûlant de fièvre alors que son corps luttait contre l'infection. Les médecins du roi ne pouvaient rien faire. Jane mourut le 24 octobre 1537, seulement 12 jours après avoir donné naissance à Édouard. Henri fut véritablement dévasté. Jane lui avait donné ce qu'il désirait le plus, et elle était morte en le faisant. Il porta le deuil pendant 3 mois, une période inhabituellement longue pour un roi qui avait besoin de se remarier pour assurer davantage la succession. Jane fut la seule de ses 6 épouses à recevoir des funérailles de reine et à être enterrée à Windsor, aux côtés du lieu où Henri lui-même serait finalement enterré. Dans un sens, elle était devenue l'épouse parfaite dans la mémoire d'Henri précisément parce qu'elle était morte avant de pouvoir le décevoir. Mais Henri ne pouvait pas rester célibataire longtemps. Un fils était bon, mais plusieurs fils seraient mieux pour assurer la dynastie. De plus, l'Angleterre avait besoin d'alliances. En 1539, l'Angleterre risquait d'être prise entre les 2 grandes puissances catholiques d'Europe, la France et le Saint-Empire, qui pourraient s'unir pour envahir et ramener l'Angleterre au catholicisme. Thomas Cromwell, toujours le conseiller en chef d'Henri, suggéra une alliance matrimoniale avec l'Allemagne protestante. Le duché de Clèves était une puissance protestante importante, et le duc avait 2 sœurs non mariées. Des arrangements furent pris pour qu'Henri épouse Anne, la sœur du duc. Henri n'avait jamais rencontré Anne, mais on lui montra un portrait flatteur peint par Hans Holbein, l'un des plus grands artistes de l'époque. Sur la base de ce portrait et des rapports de ses ambassadeurs, Henri accepta le mariage. Anne arriva en Angleterre en décembre 1539. Ce qui se passa ensuite devint l'une des histoires les plus célèbres du règne d'Henri. Excité de rencontrer sa nouvelle fiancée, Henri décida de la surprendre avec un geste romantique. Il se rendit à cheval à Rochester où Anne séjournait, déguisée. Il s'attendait à ce qu'elle le reconnaisse des portraits et des descriptions et tombe dans ses bras. Au lieu de cela, Anne, qui ne parlait pas anglais et n'avait aucune idée de qui était ce gros étranger qui faisait irruption dans sa chambre, l'ignora poliment et continua à regarder l'ours Biting par la fenêtre. Henri était mortifié. Il se révéla, mais le mal était fait. La première impression était désastreuse. Henri trouva Anne physiquement peu attrayante. Il se plaignit en privé qu'elle ressemblait à une jument des Flandres. Mais la situation politique était délicate. Les négociations de mariage avaient été rendues publiques. Rompre maintenant pourrait offenser le duc de Clèves et compromettre l'alliance. Donc, à contre-cœur, Henri épousa Anne le 6 janvier 1540. Ce fut un désastre dès le début. Henri affirma plus tard que le mariage n'avait jamais été consommé. Il trouvait Anne si peu attrayante qu'il ne pouvait pas remplir ses devoirs conjugaux. Anne, pour sa part, semble avoir été assez naïve concernant les relations sexuelles et peut ne pas avoir pleinement compris ce qui était censé se passer. En juillet 1540, seulement 6 mois après le mariage, Henri cherchait déjà un moyen d'en sortir. Heureusement pour lui, la situation politique avait changé. La France et l'Empire s'étaient à nouveau brouillés, donc l'alliance avec Clèves n'était plus nécessaire. Anne de Clèves, contrairement à Catherine d'Aragon, était assez sage pour voir de quel côté le vent soufflait. Quand on lui demanda de témoigner que le mariage n'avait jamais été consommé, elle accepta volontiers. En retour, elle reçut un règlement généreux. Plusieurs propriétés, dont le château de Hever, qui avait été la maison d'enfance d'Anne Boleyn, un revenu substantiel, et le titre de « sœur bien-aimée du roi ». Anne de Clèves vécut le reste de sa vie confortablement en Angleterre, survivant à Henri et à toutes ses autres épouses. Elle mourut en 1557, paisible et prospère.
De toutes les épouses d'Henri, elle fut peut-être la plus chanceuse, ayant échappé au mariage avec sa vie, sa liberté et sa fortune. Mais Thomas Cromwell, qui avait arrangé le mariage désastreux avec Anne, n'eut pas cette chance. Henri le tenait responsable du fiasco. De plus, les ennemis de Cromwell à la cour, en particulier la faction conservatrice dirigée par le duc de Norfolk et l'évêque Stephen Gardiner, voyaient une opportunité de le faire tomber. Cromwell fut arrêté le 10 juin 1540, accusé de trahison et d'hérésie. Les accusations étaient largement inventées. Cromwell avait servi Henri fidèlement pendant plus d'une décennie, transformant ses désirs en réalité, aussi difficiles ou controversés soient-ils. Il avait orchestré la rupture avec Rome, organisé la dissolution des monastères, et créé une bureaucratie gouvernementale plus efficace. Mais Henri était impitoyable envers ceux qui ne lui étaient plus utiles. Cromwell fut exécuté le 28 juillet 1540 à Tower Hill. L'exécution fut bâclée, le bourreau étant apparemment maladroit ou ivre. Il fallut plusieurs coups de hache pour trancher la tête de Cromwell, le faisant mourir lentement et douloureusement. Henri aurait plus tard regretté d'avoir exécuté Cromwell, se plaignant qu'on lui avait donné de mauvais conseils pour se débarrasser de son conseiller le plus capable. Avec Anne de Clèves sagement mise de côté et Cromwell mort, Henri était libre de poursuivre ce qui l'attirait vraiment, Catherine Howard, la jeune cousine d'Anne Boleyn. Catherine Howard avait environ 16 ou 17 ans quand elle attira l'attention d'Henri. Elle était vivace, jolie, et aimait la danse, les vêtements élégants et les bijoux. Henri, maintenant presque 50 ans, obèse et souffrant de sa jambe ulcérée, était ensorcelé par sa jeunesse et son énergie. Il l'appelait sa « rose sans épines » et la couvrait de cadeaux. Ils se marièrent le 28 juillet 1540, le même jour où Cromwell fut exécuté. Le contraste entre le roi vieillissant et malade et sa jeune et insouciante épouse était frappant et pas de manière positive. Mais Catherine avait un passé qui allait la hanter. Avant de venir à la cour, elle avait eu des relations romantiques avec au moins 2 hommes, Francis de Rame, un gentilhomme, et Henry Manox, un professeur de musique. Dans les doubles standards de l'époque, Henri pouvait avoir autant de maîtresses qu'il voulait avant et pendant le mariage, mais ses épouses devaient être des parangons de vertu. Pire encore, après son mariage avec Henri, Catherine semble avoir entamé une liaison avec Thomas Culpeper, un gentilhomme de la chambre privée du roi. C'était une folie suicidaire. Avoir une relation adultère avec la femme du roi était une trahison, passible de mort. En novembre 1541, les preuves contre Catherine commencèrent à émerger. Un réformateur religieux nommé John Lascelles informa l'archevêque Cranmer du passé de Catherine. Cranmer, ne sachant pas comment aborder le roi avec de telles nouvelles délicates, laissa une lettre sur le prie-dieu d'Henri pendant qu'il assistait à la messe. La réaction d'Henri fut d'abord l'incrédulité totale. Il refusa de croire que sa « rose sans épines » pourrait l'avoir trahi. Mais à mesure que l'enquête progressait et que les preuves s'accumulaient, l'incrédulité se transforma en rage et en auto-apitoiement. Henri pleura publiquement, se lamentant qu'il avait une épouse si méchante. Il oscilla entre exiger une épée pour la tuer lui-même et se retirer dans ses appartements pour sangloter. La cour observait nerveusement, ne sachant pas quoi dire ou faire. Catherine fut confinée dans ses appartements, puis envoyée à l'abbaye de Sion. Derham et Culpeper furent arrêtés et torturés. Derham admit leur ancienne relation mais insista qu'elle s'était terminée avant le mariage de Catherine avec Henri. Culpeper admit avoir rencontré Catherine en privé mais nia toute relation physique. Cela n'avait pas d'importance. Ils furent jugés et condamnés. Le 10 décembre 1541, ils furent exécutés à Tyburn. Culpeper, en tant que gentilhomme, fut décapité. Derham, en tant que roturier, subit la peine horrible de la pendaison, de l'éviscération et de l'écartèlement. En février 1542, Catherine fut emmenée par bateau à la Tour de Londres. La nuit avant son exécution, elle demanda que le billot soit apporté dans sa chambre pour qu'elle puisse s'entraîner à y poser sa tête. Essayez d'imaginer cela pour un moment. Une adolescente s'entraînant pour sa propre décapitation. Le 13 février 1542, Catherine Howard fut exécutée sur Tower Green, au même endroit où sa cousine Anne Boleyn avait été exécutée 6 ans plus tôt. Elle était si petite qu'on dut l'aider à monter sur l'échafaud. Son discours final fut bref, reconnaissant sa punition digne et juste et demandant la miséricorde pour sa famille.
La hache tomba et le 5e mariage d'Henri se termina dans le sang. Henri ne mentionna plus jamais son nom et ordonna que tous les rappels d'elle soient retirés de ses palais. À ce stade de sa vie, Henri était devenu une figure vraiment effrayante. Son tempérament était imprévisible, passant en un instant de la jovialité à la rage meurtrière. Sa paranoïa grandissante signifiait que personne n'était en sécurité, même ceux qui l'avaient servi fidèlement pendant des années. La liste de ceux qui l'avaient fait exécuter s'allongeait sans cesse. 2 de ses épouses, 2 de ses conseillers en chef les plus proches, plusieurs évêques, des dizaines de nobles, des centaines de moines et de gens ordinaires. La cour était un endroit terrifiant. Les courtisans devaient observer constamment l'humeur du roi, mesurer chaque mot, éviter toute apparence de disloyauté. Une remarque imprudente, une rumeur malveillante d'un ennemi, et vous pourriez vous retrouver dans la tour, attendant le bourreau. Après le désastre de Catherine Howard, Henri resta célibataire pendant presque 1 an et demi. Quand il chercha finalement une 6e épouse, son choix tomba sur Catherine Parr, une veuve de 2 fois dans la trentaine. Catherine Parr était une femme intelligente, bien éduquée, avec de fortes convictions religieuses penchant vers le protestantisme. Elle avait prévu d'épouser Thomas Seymour, le frère de Jane Seymour, quand Henri exprima son intérêt pour elle. Et quand le roi exprimait son intérêt, vous ne pouviez pas vraiment dire non. Catherine aborda le mariage avec Henri comme un devoir plutôt qu'une histoire d'amour. À ce stade, Henri avait 52 ans, était massivement obèse, et souffrait d'une multitude de problèmes de santé. Sa jambe ulcérée lui causait une douleur constante. Il avait de nombreuses autres affections, probablement incluant le diabète de type 2, ce qui expliquerait sa soif excessive, sa prise de poids et la mauvaise guérison de ses plaies. Malgré ces défis, Catherine s'avéra être une excellente reine. Elle géra la maison d'Henri efficacement, créa un environnement stable pour ses enfants, et réussit même à le réconcilier avec ses filles Marie et Élisabeth, qui furent ramenées à la cour et ajoutées à la ligne de succession. Catherine était également la première reine d'Angleterre à publier des livres sous son propre nom. Elle écrivit des œuvres religieuses, qui promouvaient subtilement des idées protestantes tout en étant assez prudente pour ne pas pousser trop loin et mettre en colère son mari volatile. La cour durant ces dernières années du règne d'Henri était très différente de la cour brillante et jeune de ses premières années. Les fêtes et tournois insouciants avaient cédé la place à des divertissements plus sobres. La mobilité du roi était limitée par sa jambe et son poids. L'odeur de médicaments et d'onguents se mêlait aux parfums habituels de la cour, tandis que les médecins tentaient de traiter la jambe de plus en plus problématique du roi. Les tensions religieuses couvaient sous la surface. La faction conservatrice, dirigée par le duc de Norfolk et l'évêque Gardiner, favorisait des pratiques catholiques traditionnelles. La faction réformiste, qui comprenait l'archevêque Cranmer et Édouard Seymour, poussait pour des réformes plus protestantes. Chaque côté manœuvrait pour l'influence, conscient que l'avenir de la religion anglaise dépendait de qui gagnerait l'oreille du roi. En 1546, la faction conservatrice gagna brièvement la main et tenta de faire tomber Catherine Parr. Ils convainquirent Henri que ses opinions religieuses étaient trop radicales et qu'elle était trop audacieuse dans ses discussions théologiques avec lui. Henri signa un mandat d'arrestation pour elle. Mais Catherine fut avertie à temps. Elle se précipita chez Henri et parvint à le convaincre qu'elle ne discutait de théologie avec lui que pour le distraire de sa jambe douloureuse et pour apprendre de sa sagesse supérieure. Henri la pardonna et se retourna contre ses accusateurs, les réprimandant devant elle. C'était un appel proche pour Catherine, démontrant à quel point il était dangereux d'être proche d'Henri, même en tant que son épouse. L'épisode montra également qu'elle était habile à le gérer, quelque chose que peu de gens maîtrisaient jamais. Pendant que ces drames domestiques se déroulaient, Henri menait également des guerres coûteuses et largement inutiles. Dans les années 1540, il mena à nouveau des campagnes contre la France et l'Écosse. Ces guerres épuisèrent le trésor qui avait été rempli par la richesse des monastères. En 1542, il envahit l'Écosse, remportant une victoire décisive à la bataille de Solway-Moss. Le roi écossais Jacques V mourut peu après, laissant son royaume à sa fille nouveau-née Marie, qui deviendra plus tard Marie-Reine d'Écosse. En 1544, Henri se rendit personnellement en France pour la dernière fois, supervisant le siège et la capture de Boulogne. C'était un exploit pour un homme de son état. Il devait être déplacé dans un fauteuil spécial et avait besoin de dispositifs mécaniques pour monter à cheval.
Mais il était déterminé à jouer le roi guerrier une dernière fois. Ces guerres coûtèrent une fortune et n'accomplirent presque rien. Boulogne fut finalement restituée à la France quelques années plus tard. À la fin de 1546, la santé d'Henri se détériorait rapidement. L'ulcère de sa jambe ne guérissait plus du tout et s'infectait constamment, dégageant une odeur nauséabonde. Les bandages devaient être changés plusieurs fois par jour. Parfois, l'ulcère se refermait temporairement, ce qui était en fait dangereux car les toxines s'accumulaient alors dans son corps. Les ambassadeurs étrangers rapportaient qu'Henri avait été inconscient pendant des périodes, son visage noirci, en grand danger de mort. Son obésité était maintenant extrême. À la fin de sa vie, Henri mesurait un tour de taille d'environ 135 cm et pesait près de 178 kg. Il ne pouvait plus monter les escaliers sans assistance mécanique. Des dispositifs spéciaux ressemblant à des chaises furent installés dans ses palais pour le hisser d'un étage à l'autre. Mais son esprit restait vif, même si son tempérament devenait encore plus imprévisible. Il continuait à s'occuper des affaires de l'État, signant des documents, rencontrant ses conseillers. Il savait que sa fin approchait et il s'inquiétait de ce qui arriverait à l'Angleterre après sa mort. Le 30 décembre 1546, Henri fit réviser son testament pour la dernière fois. Le document était crucial car il établissait l'ordre de succession. Édouard, son fils de 9 ans, deviendrait roi. Si Édouard mourait sans enfant, la couronne passerait à Marie, malgré le fait qu'elle avait été déclarée illégitime. Si Marie mourait sans enfant, Élisabeth hériterait. Et si la lignée d'Élisabeth s'éteignait également, la couronne irait aux descendants de Marie Tudor, la sœur d'Henri qui avait épousé Charles Brandon, duc de Suffolk. Curieusement, Henri excluait les descendants de son autre sœur, Marguerite, qui avait épousé Jacques IV d'Écosse. Cette exclusion était probablement due à la vieille hostilité entre l'Angleterre et l'Écosse. Mais cette disposition du testament ne serait finalement pas respectée. En 1603, quand Élisabeth mourut sans enfant, ce fut Jacques VI d'Écosse, l'arrière-petit-fils de Marguerite, qui devint Jacques Ier d'Angleterre, unissant ainsi les deux couronnes. Le testament établissait également un conseil de 16 exécuteurs testamentaires qui devaient gouverner collectivement pendant la minorité d'Édouard. Henri espérait qu'en équilibrant différentes factions conservatrices et réformistes, il pourrait empêcher qu'un groupe ne s'empare du pouvoir. C'était un plan naïf. Dès la mort d'Henri, Édouard Seymour, l'oncle d'Édouard, manœuvra rapidement pour devenir Lord Protecteur, prenant effectivement le contrôle du royaume. Le testament fut lu, tamponné et scellé le 27 janvier 1547, quand Henri était déjà mourant et n'avait plus la capacité de parler. Une controverse persiste encore aujourd'hui sur la question de savoir si Henri a réellement signé le testament de sa propre main ou si un tampon sec a été utilisé pour apposer sa signature. C'était une pratique courante à l'époque pour les documents royaux, mais elle soulevait des questions sur la validité du testament. Dans les premières heures du 28 janvier 1547, au palais de Whitehall à Londres, Henri VIII mourut. Il avait 55 ans et avait régné pendant 37 ans et 9 mois. Catherine Parr était à ses côtés, ainsi que l'archevêque Cranmer qui arriva juste à temps. Henri, qui ne pouvait plus parler, serra la main de Cranmer en réponse à une question sur sa foi en Christ, puis il expira. Selon certains récits, ses derniers mots murmurés furent « Moine, moine, moine », une allusion terrifiante, peut-être, aux centaines de moines qu'il avait chassés lors de la dissolution des monastères. Étaient-ce des remords de dernière minute? De la paranoïa? Ou simplement les divagations d'un esprit mourant? Nous ne le saurons jamais avec certitude. La mort du roi fut gardée secrète pendant 3 jours pendant que le conseil faisait des arrangements pour la transition du pouvoir. Édouard Seymour et William Paget prirent rapidement le contrôle, s'assurant que leurs alliés étaient en position avant que la nouvelle ne soit annoncée. Le 31 janvier, le Lord Chancelier annonça officiellement la mort d'Henri au Parlement. Le jeune Édouard fut amené de Hertford à la Tour de Londres, où il fut salué par des salves de canon. Les nobles du royaume vinrent s'incliner devant leur nouveau roi, un garçon pâle et sérieux de 9 ans qui portait maintenant le poids de la couronne. Les funérailles d'Henri furent somptueuses, comme il convenait à un roi qui avait toujours aimé la magnificence. Son corps fut transporté en grande pompe de Westminster à Windsor, un cortège funèbre qui s'étendait sur des kilomètres. Le cercueil était énorme, reflétant la taille massive du roi à sa mort. Selon une légende probablement apocryphe,
le cercueil éclata pendant le voyage à cause des gaz de décomposition, et des chiens vinrent lécher le sang qui s'en échappait. C'était considéré comme l'accomplissement d'une prophétie faite des années auparavant par un moine franciscain qui avait prédit qu'Henri subirait le même sort que le roi biblique Achab. Henri fut enterré dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, dans le même caveau que Jane Seymour, la seule de ses épouses à recevoir des funérailles de reine et la seule enterrée avec lui. Un tombeau élaboré avait été prévu, avec des sculptures en bronze et des décorations somptueuses, mais il ne fut jamais achevé. L'argent manquait, et les priorités du nouveau règne étaient ailleurs. Ainsi, le roi qui avait vécu dans une telle splendeur fut finalement enterré dans un tombeau non marqué. Plus d'un siècle plus tard, en 1649, un autre roi anglais fut enterré dans le même caveau, Charles Ier, décapité après avoir perdu la guerre civile anglaise contre le Parlement. C'était une coïncidence étrange. Henri, qui avait tellement renforcé le pouvoir de la monarchie, et Charles, qui l'avait perdu au profit du Parlement, reposaient maintenant côte à côte. Alors, quel héritage Henri VIII laissa-t-il derrière lui? Comment devons-nous nous souvenir de cet homme complexe et contradictoire? D'un côté, Henri transforma l'Angleterre de manière irréversible. Il la changea d'un pays catholique en un pays protestant, bien que la nature exacte de ce protestantisme continuerait à être débattue pendant des générations. Il créa l'Église d'Angleterre, faisant du monarque à la fois chef politique et religieux du royaume, une fusion du pouvoir qui durerait des siècles. Il redistribua une quantité massive de terres et de richesses de l'Église vers la noblesse et la petite noblesse, créant une nouvelle classe de propriétaires terriens qui avaient un intérêt direct dans le maintien de la rupture avec Rome. Cette nouvelle élite façonnerait la politique anglaise pendant des siècles. Il renforça le pouvoir de la monarchie et centralisa le gouvernement. Sous son règne, le Parlement devint plus important, non par conviction démocratique d'Henri, mais parce qu'il avait besoin de l'approbation parlementaire pour ses actions les plus controversées. Ironiquement, en renforçant le Parlement de cette manière, il planta les graines qui conduiraient finalement à la guerre civile anglaise un siècle plus tard. Il développa la Royal Navy, comprenant que la puissance maritime serait cruciale pour l'avenir de l'Angleterre. Les navires qu'il commanda, comme le Mary Rose et le Henry grâce à Dieu, étaient les navires de guerre les plus avancés de leur époque. Cette tradition navale qu'il établit conduirait finalement à la domination maritime britannique qui façonnerait l'histoire mondiale. Il absorba formellement le pays de Galles dans le royaume d'Angleterre avec l'acte d'union de 1536, créant le cadre juridique et administratif qui existe encore aujourd'hui. Mais à quel prix tout cela fut-il accompli? Henri fit exécuter environ 70 000 personnes pendant son règne, un nombre stupéfiant. 2 de ses épouses furent décapitées sur des accusations largement inventées. Ses conseillers les plus proches et les plus fidèles, Thomas More et Thomas Cromwell, furent tous deux exécutés quand ils ne lui étaient plus utiles ou qu'ils le contrariaient. Il fit dissoudre des centaines d'institutions religieuses qui avaient existé pendant des siècles, détruisant d'innombrables œuvres d'art et manuscrits irremplaçables dans le processus. Il sépara des familles, jeta des milliers de moines, de nonnes et de frères à la rue, et démantela le système de charité qui avait soutenu les pauvres pendant des générations. Il créa une atmosphère de terreur à sa cour où personne n'était en sécurité, où une parole imprudente ou une rumeur malveillante pouvait vous envoyer à la tour. Il utilisa la torture, les fausses accusations et le mensonge pur et simple pour éliminer ceux qu'il percevait comme des menaces ou des obstacles. Sa paranoïa et sa cruauté croissante dans ces dernières années, probablement exacerbées par la douleur chronique et peut-être par des lésions cérébrales de son accident de joute, firent de lui un tyran vraiment terrifiant. L'homme qui avait commencé comme le prince doré de la Renaissance devint le roi obèse et souffrant que tout le monde craignait. Et pourtant, paradoxalement, Henri resta populaire auprès de beaucoup de ses sujets jusqu'à la fin. Il savait comment manipuler l'opinion publique, comment se présenter comme le défenseur de l'Angleterre contre les menaces étrangères et papales. Il comprenait la puissance du spectacle et de la propagande. Personnellement, Henri était un homme de contradictions massives. Il était intelligent et érudit, capable de débattre de théologie avec les plus grands penseurs de son époque. Mais il était aussi incroyablement égoïste, plaçant ses propres désirs au-dessus du bien-être de son royaume et de son peuple. Il pouvait être charmant et généreux, particulièrement dans sa jeunesse. Mais il pouvait aussi être d'une cruauté glaciale, ordonnant l'exécution d'amis et de membres de sa famille sans apparemment ressentir beaucoup de remords.
Il croyait sincèrement qu'il agissait selon la volonté de Dieu, que chacune de ses actions était justifiée par une autorité divine. Cette conviction absolue de sa propre droiture le rendait imperméable au doute ou à l'autoréflexion. Il créait sa propre réalité et attendait de tous les autres qu'ils y vivent ou meurent s'ils refusaient. Ses relations avec les femmes révèlent beaucoup sur son caractère. Il était capable d'une passion intense, comme le montre sa poursuite obsessionnelle d'Anne Boleyn qui dura des années. Mais une fois qu'il possédait ce qu'il désirait, sa passion se transformait souvent en indifférence ou même en dégoût. Il traitait ses épouses comme des objets conçus pour un but spécifique, produire des héritiers mâles. Quand elles échouaient à cette tâche, elles devenaient jetables. Catherine d'Aragon, qui avait été une épouse fidèle pendant près de 20 ans, fut bannie et humiliée. Anne Boleyn, pour qui il avait bouleversé toute l'Angleterre, fut exécutée sur des accusations inventées. Jane Seymour devint l'épouse idéale dans sa mémoire précisément parce qu'elle était morte avant de pouvoir le décevoir. Anne de Clèves eut de la chance d'être assez sage pour coopérer avec son annulation. Catherine Howard paya de sa vie pour des indiscrétions de jeunesse. Seule Catherine Parr réussit à naviguer dans les eaux dangereuses d'être l'épouse d'Henri et à y survivre. L'obsession d'Henri pour un héritier mâle façonna toute la dernière moitié de son règne. C'était compréhensible étant donné le contexte historique, les souvenirs récents de la guerre civile rendaient la succession claire cruciale. Mais cela devint une fixation qui le consuma et causa d'innombrables souffrances. Et ironiquement, après tous ses efforts, après 6 mariages, après avoir bouleversé la religion de son pays, Henri n'assura pas vraiment la succession Tudor. Son fils Édouard mourut jeune et sans enfant. Sa fille Marie régna pendant 5 ans mais mourut également sans enfant. C'est finalement sa fille Élisabeth, dont la mère avait été exécutée et qui avait elle-même été déclarée illégitime, qui devint la plus grande des monarques Tudor, régnant pendant 44 ans glorieux. Et après Élisabeth, la lignée Tudor s'éteignit complètement. La couronne passa aux Stuarts, les descendants de cette sœur d'Henri qu'il avait exclue de son testament. Toute la dynastie pour laquelle Henri s'était tant inquiété dura exactement 3 générations après lui. Mais l'influence d'Henri se fit sentir bien au-delà de sa propre dynastie. L'Angleterre protestante qu'il créa finalement aurait un impact énorme sur l'histoire mondiale. Quand les colons anglais s'installèrent en Amérique du Nord, ils apportèrent avec eux la tradition de protestantisme que Henri avait établie. Quand l'Empire britannique s'étendit à travers le globe, il répandit non seulement la langue anglaise mais aussi les institutions religieuses et légales qui avaient leurs racines dans les réformes d'Henri. La fusion du pouvoir politique et religieux qu'Henri créa persiste dans une forme modifiée aujourd'hui. Le monarque britannique est toujours techniquement le chef suprême de l'Église d'Angleterre, bien que ce rôle soit maintenant largement cérémoniel. Les ruines des monastères qu'Henri détruisit parsèment encore le paysage anglais, rappellent silencieux et hantant de ce qui fut perdu. Des endroits comme l'abbaye de Fountain, l'abbaye de Tintern et l'abbaye de Rivaux, autrefois des centres animés de vie spirituelle et intellectuelle, se dressent maintenant comme des coquilles vides, belles dans leur désolation mais témoignant aussi d'une violence et d'une cupidité culturelle massive. Alors, comment devons-nous juger Henri VIII? Était-il un grand roi ou un monstre? La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe quelque part entre les deux. Il était incontestablement un souverain transformateur qui changea le cours de l'histoire anglaise et européenne. Son règne marqua le passage de l'Angleterre médiévale à l'Angleterre moderne, de l'obscurité relative à l'importance européenne. Mais il était aussi un homme profondément imparfait dont les défauts personnels causèrent d'immenses souffrances. Son égoïsme, sa cruauté, son incapacité à accepter l'opposition ou même le désaccord créèrent une culture de peur et de violence. Il incarnait les contradictions de son époque, une période de transition entre le Moyen Âge et le monde moderne. Il était un prince de la Renaissance qui appréciait l'apprentissage et les arts, mais aussi un despote médiéval qui croyait à son droit divin absolu de régner. Il était un réformateur religieux qui défia le pape, mais aussi un catholique conservateur dans la plupart de ses croyances théologiques. Ce qui est peut-être le plus troublant à propos d'Henri, c'est de voir à quel point il était humain malgré sa position extraordinaire. Ses insécurités sur la succession, ses passions romantiques, sa vanité sur son apparence physique, sa peur de la mort et de la maladie, tout cela est profondément relatable à travers les siècles. Mais contrairement à nous,
Henri avait le pouvoir de transformer ses insécurités et ses désirs en politique nationale. Quand il voulait une nouvelle épouse, des pays rompaient leurs alliances. Quand il se sentait menacé, des têtes tombaient. Quand il doutait de son mariage, toute une infrastructure religieuse se désintégrait. C'est ce qui le rend si fascinant et si effrayant à la fois. Nous reconnaissons en lui des impulsions et des émotions humaines familières, mais amplifiées à une échelle monstrueuse par le pouvoir absolu. Il est un avertissement de ce qui peut arriver quand le pouvoir n'est pas limité, quand une personne peut agir selon ses caprices sans contrôle ni contrepoids. L'héritage d'Henri est donc profondément ambigu. Il était à la fois créateur et destructeur, réformateur et tyran, homme de la Renaissance et brute médiévale. Il façonna l'Angleterre moderne mais au prix de dizaines de milliers de vies et de la destruction d'une partie irremplaçable du patrimoine culturel et religieux de l'Angleterre. 5 siècles après sa mort, Henri VIII reste l'un des monarques les plus reconnaissables de l'histoire. Son image, ce roi aux épaules larges dans sa pose jambes écartées mains sur les hanches, fixant le spectateur du célèbre portrait d'Holbein, est instantanément identifiable. Son histoire, ses 6 mariages, sa rupture avec Rome, sa transformation d'un prince athlétique en un tyran obèse, continue de captiver l'imagination populaire. Nous nous souvenons de lui non seulement pour ce qu'il fit, mais pour ce qu'il représente, l'hubris du pouvoir absolu, les dangers du narcissisme combiné à l'autorité, les conséquences quand les désirs personnels sont élevés au-dessus du bien commun. Mais nous nous souvenons aussi de lui parce que son histoire est intrinsèquement dramatique. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout, le pouvoir, la richesse, l'intelligence, la beauté physique, et qui le perdit progressivement tout, ou le transforma en quelque chose de laid. C'est l'histoire d'une ascension et d'une chute, pas dans la fortune mais dans le caractère. Le jeune Henri qui monta sur le trône en 1509 était rempli de promesses. C'était le prince doré de la Renaissance, athlétique, beau, cultivé, généreux. Tous ceux qui le rencontraient étaient impressionnés. On attendait de grandes choses de son règne. Et en un sens, il livra de grandes choses. Son règne fut indubitablement significatif, rempli d'événements qui changèrent l'histoire. Mais quelque part en cours de route, peut-être après l'accident de Joute de 1536, peut-être progressivement au fil des années de frustration et de douleur, le prince doré devint le roi craint. À la fin, dans ce palais de Whitehall en janvier 1547, Henri était un homme brisé physiquement. Son corps massif et douloureux était une coquille pathétique de l'athlète magnifique qu'il avait été. Mais même jusqu'à la fin, son pouvoir restait absolu. Même diminué et mourant, il était toujours le roi, et sa volonté était loi. Pendant que vous vous enfoncez plus profondément dans votre lit, laissez votre respiration se ralentir davantage. Sentez votre corps devenir plus lourd, plus détendu. L'histoire d'Henri VIII, avec toutes ses intrigues et ses trahisons, ses passions et ses cruautés, s'estompe doucement dans votre esprit. Imaginez-vous marchant dans les couloirs silencieux d'un palais Tudor abandonné. Vos pas résonnent sur les dalles de pierre froide. La lumière des bougies projette des ombres dansantes sur les murs. Les fantômes du passé vous entourent, mais ils ne peuvent pas vous faire de mal. Ce ne sont que des murmures de l'histoire maintenant. Vous passez devant les portraits des 6 épouses, chacune avec son propre regard, sa propre histoire de triomphe ou de tragédie. Catherine d'Aragon avec sa dignité inébranlable. Anne Boleyn avec ses yeux noirs perçants. Jane Seymour avec sa douceur résignée. Anne de Clèves avec son pragmatisme sage. Catherine Howard avec sa jeunesse tragique. Catherine Parr avec son intelligence prudente. Et puis vous voyez Henri lui-même, non pas le tyran obèse de ses dernières années, mais le jeune roi de ses débuts. Il vous sourit, ce prince doré qui ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Il est plein d'espoir, d'énergie, d'ambition. L'avenir s'étend devant lui, rempli de possibilités infinies. Mais ce n'est qu'un rêve maintenant, un écho d'un temps depuis longtemps révolu. Le palais se dissout autour de vous, les murs deviennent transparents, puis disparaissent complètement. Vous flottez dans l'obscurité douce et veloutée du sommeil qui approche. Votre respiration est maintenant profonde et régulière, le rythme apaisant d'un corps au repos total. Vos muscles ont libéré toute tension. Votre esprit se détache des pensées et des préoccupations de la journée. L'histoire d'Henri VIII, ce roi qui est devenu le monarque le plus craint d'Angleterre, est maintenant simplement une berceuse, un conte qui vous a accompagné jusqu'au seuil du sommeil. Et maintenant, vous franchissez ce seuil. Vous vous abandonnez complètement au sommeil,
ce royaume où les rois et les mendiants sont égaux, où le passé et le présent se mêlent en rêve, où rien ne peut vous atteindre ni vous inquiéter. Bonne nuit, cher auditeur. Que vos rêves soient paisibles. Et si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Le Temps Endormi. Nous avons tant d'autres histoires à partager avec vous, tant d'autres époques à explorer ensemble. Mais pour l'instant, dormez profondément. Laissez l'Angleterre des Tudors s'estomper dans la brume du sommeil. Henri VIII est mort il y a presque 500 ans, mais son histoire continue de résonner. Elle nous rappelle la fragilité de la grandeur, le danger du pouvoir sans limite, et l'importance de l'empathie et de l'humilité même, et surtout, quand on se trouve en position d'autorité. Mais ces leçons sont pour demain. Pour ce soir, il ne reste que le silence, l'obscurité, et le sommeil réparateur qui attend. Laissez-vous aller complètement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes calme. Vous êtes au seuil du sommeil profond. Et maintenant, dormez.